Un homme enlève son chapeau sur la place du marché. Je vois ses cheveux blancs en désordre artistique. L'autre homme ne porte ni chapeau ni casquette. Je vois une grosse tête rosée chauve, avec quelque chose de lourd, de compact, dans la lueur bleuâtre de boulangerie, maison d'artisan. Bleu. Là, c'est Alibaba, ici en lettres rouges. Tous deux se parlent, se tapotent les bras et se montrent mutuellement leurs dents et se soufflent un peu dans la figure. Je les vois d'assez près, disons 1 mètre, 50, 2 mètres, et les entends distinctement. Je vous prie de les garder à la même distance. Il vit et il parle de sa vie. Il vit les trucs de sa vie et il tresse autour. Il tresse autour un grand panier de mots. Il bâtit un grand mur de briques, de mots autour de sa vie, autour des trucs de sa vie qu'il vit. Et voilà, c'est là que j'explique qu'il parle et qu'il parle de sa vie. Il en parle de son travail, de sa famille, de ses enfants, de son appartement, de sa recherche d'appartement, de son aménagement, de son nouvel appartement, de ses problèmes à son travail, avec ses collègues, avec son chef, son supérieur, son directeur, de ses problèmes avec ses enfants, avec l'éducation de ses enfants, avec sa famille, avec la psychologie de sa famille, de ses problèmes avec son appartement, avec les travaux d'aménagement de sa maison, avec l'entreprise de maçonnerie qui fait les travaux d'aménagement de sa maison. Il en parle. Il en parle à ce type qui est en face de lui. Et il parle de sa maladie et de la maladie des autres qu'il connaît et parfois dont il a à peine entendu parler. Médecins, médicaments, opérations, chirurgie, scanner, IRM. Si c'était pour se débarrasser de sa vie, pour s'en débarrasser des problèmes de sa vie, il ne les raconterait qu'une fois, ou deux, une seule fois, ou 2, ou 3 fois, et puis ça serait fini. Donc là, l'auteur, effectivement, se questionne pourquoi est-ce qu'il en parle comme ça, de manière ininterrompue. Et il serait débarrassé de sa vie, mais non, il continue à en parler. Alors pourquoi il en parle? Ah, peut-être pour communiquer, pour échanger des idées, des expériences, des inquiétudes, des doutes. Et l'auteur, effectivement, il continue et tout ça, il dit que c'est pas que pour ça. Il y a d'autres choses, il y a bien d'autres choses. Et ils s'écoutent, tous les deux. Et l'homme, le premier homme, celui qui a un chapeau, c'est le premier qui parlait, il a monopolisé l'espace de le temps de la parole, mais l'autre en face, il n'a qu'une envie. C'est lui, à son tour, d'y aller. Et le second, c'est celui à la grosse tête rosée. C'est sûr, il n'attend qu'une chose, que l'autre s'arrête de parler, pour pouvoir placer la sienne. Il est prêt à lui couper la parole même. Parce qu'il a vécu les mêmes choses, avec le travail, la maison, les enfants, tout ça, comme tout le monde. Il a vécu tout ça, comme moi, comme vous, comme tout le monde. Il est capable d'en parler, et même en mieux. Parce qu'il a vécu, lui, il l'a vécu en mieux, en plus croustillant, en plus drôle, en plus palpitant, en plus dramatique. Et l'homme qui porte ni chapeau ni casquette démarre sur un chapeau de roue. Il y va fort. Les maladies, ces maladies à lui, plus graves, plus inattendues, les opérations, l'hôpital, la clinique, des complications extraordinaires, hors du commun, hors de la médecine, hors des compétences de la médecine normale. Pour lui, il faut la médecine anormale. C'est la seule chose qui peut faire quelque chose. Alors le premier, il est là, il écoute, il n'est pas ravi de la situation. Et il trouve que l'autre, il est même un peu lourd, un petit peu lourd, franchement lourd. Et par chance, il aperçoit la silhouette d'une femme qu'il connaît, son panier à la main. Il s'avance vers elle
Et là, où vous êtes, vous la voyez moins bien, mais elle a belle allure. Il ôte son chapeau, il passe lentement sa main dans le charme artistique de ses cheveux blancs et entreprend de lui parler de tout et de rien, disons pour simplifier, de la pluie et du beau temps. Un petit garçon arrive sur l'esplanade, il porte des chaussettes de footballeur, il prend la pose avec son ballon sous le bras avant de le faire rouler au sol et commence à dribbler avec des allures de professionnel. Il revient vers l'arrière, il fonce vers l'avant, il se prend les pieds dedans et parvient à récupérer son équilibre. Le but du monsieur est de capter l'attention de la dame. Et là, l'auteur explique qu'il y a plusieurs strates dans la parole qui sont des strates superposées, qu'il y a des paroles qui disent ça et puis d'autres paroles, et que là, on est dans une strate de paroles assez particulière, parce que loin de parler que de la pluie et du beau temps, il y a d'autres choses qui sont en train de se passer à l'intérieur de la parole. Une strate plus sensitive, plus épidermique. Tout cela pour vous dire que le monsieur, en dépit des apparences, en dessous de ses paroles avec la dame, ne fait que reprendre et continuer et répéter son bruit quotidien, son bruit à lui, qu'il fait normalement, le bruit qu'on fait quand on parle, pour dire qu'on est là, qu'on existe. Oui, bien sûr, je passe, parce que là, il continue encore pertinemment à parler de tout ça. Mais il se passe d'autres choses. Que se passe-t-il? Beaucoup de choses qui sortent des bords du cadre fixé au commencement du poème par la rencontre des deux hommes sur la place du marché. Tout ça, il ne lui dit pas, mais elle le sent, elle le ressent, le comprend, car elle sait de quel langage sont chargés les trous muets entre les mots. Le petit garçon joue au ballon tout seul, il se fait des passes lunaires, il tire en l'air à la verticale et rattrape la balle, il n'est pas maladroit. À un moment, le ballon roule en direction du monsieur, qui le lui renvoie d'un léger coup de pied. Le visage du gosse s'illumine d'un sourire radieux. L'homme au même âge aurait eu le même sourire, peut-être plus timide. Il lui fait un petit geste de la main afin de lui faire comprendre qu'il ne va pas poursuivre ce jeu. Et ils se tournent ostensiblement vers la main. Ils se font face. La femme a posé son panier sur le sol. Elle a joint les mains devant elle et joliment avancé son pied. Et pendant ce temps, alors là, le poète pertinemment, il fait toute une description du village. Pendant ce temps, il y a notre maison, il y a plein de choses, il y a des voitures qui cherchent à se garer, il y a des messieurs qui passent en formant leur groupe de copains, ça remue, des gens s'en vont, d'autres arrivent à pied en claquant la portière de l'auto. On ne s'ennuie jamais, on est toujours rassuré dans ce petit village. Il y a toujours du nouveau. Et comme c'est un nouveau qui n'est jamais nouveau, on est toujours rassuré. Et en dehors de la ville aussi, il y a des villas, il y a des gens qui sortent de leur résidence, qui promènent leurs chiens. Il y a l'église qui est en plein au milieu du village, qui montre que la vie est sérieuse. C'est l'église. Et ils parlent de tout ça, tous les deux. Et ça remue tout autour de lui et de lui, et d'elle, autour de lui, l'homme, et d'elle, la femme, qui sont à cet instant parfaitement à l'aise dans le maintien de leur sexe, de leur identité de genre, comme elles disent maintenant. Leurs paroles sont en train de se tisser autour et au-dessus d'eux, l'un l'autre se glissant dedans, sans être dérangés, ni par celles et ceux qui les reconnaissent discrètement en passant, ni par les guerres, ni par la politique, ni par les délinquants, ni par les terroristes. Il faut dire que cette petite ville est plutôt un gros village et que la police n'intervient presque jamais. On entend rarement la clameur de la sirène, parfois le camion rouge des pompiers. Ils sont là, tous les deux, d'apparence nonchalante, mais muscles et nerfs tendus, secrètement tendus, se captant. Qu'est-ce qu'ils disent? Nous savons qu'ils se parlent de la pluie et du beau temps. Nous nous tenons un peu
trop loin pour saisir le sens de leurs paroles. Et d'ailleurs, ça n'a aucune importance. Ce que nous percevons, c'est la partition du langage. Et de toute évidence, cette femme est la reine des silences. Elle sait en jouer en mesure et avec mesure. Les silences en solfège sont notés pause, demi-pause, soupir, demi-soupir, quart de soupir. Elle sait en jouer avec mesure et en mesure. En solfège, pause, demi-pause, soupir, demi-soupir, quart de soupir. Ils se parlent, continuant à dire de la pluie et du beau temps. Faisons les innocents. Si leurs deux corps ont tendance à vibrer comme s'ils sautaient sur la pointe des pieds, c'est parce que nous voici maintenant parvenus dans la deuxième épaisseur du langage, plus sensitive, plus épidermique. Puis bon, j'ai commencé à un petit peu parler. Elle a repris son balai contre sa cuisse, contre sa hanche. Cette femme connaît la musique. Elle se dirige vers la boulangerie. Lui aussi, ça tombe bien. Il la suit. Il se faudonne derrière ses yeux dans le lobe occidental du cerveau, occipital du cerveau, où il traite confusément ses informations visuelles. Il se dit, il se faudonne, je lui dirai les mots bleus, les mots qu'on dit avec les yeux, parce que la boulangerie, c'est tout bleu. Encore quelques, le soleil se couche. Lui, il va aussi à la boulangerie. C'est merveilleux. Elle va à la boulangerie et lui aussi va à la boulangerie. Et avec ses lèvres, il brode tendrement la pluie. Avec ses lèvres à elle, chaudement, le beau temps relance-t-elle. La vérité n'est pas bonne à dire. Le mensonge est bon à dire. Le mensonge est bon à croire. Il glisse bien entre les lèvres, il rentre bien dans les oreilles, il est lubrifié, calibré. Le mensonge est fait exprès pour ça, pour pénétrer dans les crânes, aller, venir, titiller, faire plaisir au cerveau. Il sait y faire. La vérité ne sait pas y faire. La vérité ne sait pas plaire. Le mensonge, c'est travailler les zones sensibles. Il sait insister longuement quand il faut, impitoyablement si c'est nécessaire. Le mensonge est un dur à cuire. Sous sa poigne, la vérité va passer à la casserole. Les mots réclament justice. Les mots blessés, déformés, manipulés, suppliciés, amputés, démembrés. Les mots réclament justice. Les assassins disent que les mots n'ont pas de part de vérité, qu'on peut abuser d'eux dans toutes les positions,
et que c'est vachement excitant. Les assassins disent que c'est vachement excitant. Les mots réclament justice. Il n'y a pas de tribunal pour les mots. Pourquoi préférons-nous les bourreaux? Pourquoi préférons-nous les bourreaux? Les victimes sont abîmées, blessées, meurtries pour toujours, à l'intérieur, à l'extérieur. Les cauchemars ne quittent pas les victimes. Les bourreaux ne font pas de cauchemars. Ils n'en ont rien à foutre. Ils n'ont rien à reconstruire. Pour eux, tout est déjà construit. Leur famille, leurs enfants, leurs voisins les attendent. Voilà pourquoi nous préférons les bourreaux aux victimes. Les victimes vont mal, les bourreaux vont bien. Que dire des gens? Que dire des gens? Qu'ils sont cons? Est-ce que les gens sont cons? Qui pourrait affirmer une chose pareille? Non, mais c'est vrai quand même, en gros, ils le sont. Oui, en gros, ils sont cons. Des pièges énormes leur sont tendus et ils tombent dedans. Ils mordent à l'hameçon bien appâté. Ils croient à des mensonges plus gros qu'eux. Ils disent: j'étais aveugle, je ne me suis pas bien rendu compte. Ils disent: c'est pas grave, qu'ils n'ont pas fait exprès, ce n'est pas de leur faute. Ils s'étaient endormis, les yeux ouverts, ils n'étaient pas bien réveillés, pas éveillés du tout. Ils voyaient ce qui se passait, les yeux fermés. Ils entendaient ce qui se passait, les oreilles bouchées. Il faudrait les soigner, mais comment faire pour les soigner? Leurs cicatrices se sont durcies en eux. Leurs cicatrices n'existent plus. Alors que dire d'eux? Qui sont cons? Est-ce qu'on les prend pour des cons? Est-ce qu'on les rend cons? Est-ce que tout ça est fait exprès? Mais alors, que dire d'eux? Que dire des gens qui sont cons? Est-ce que les gens sont cons? Non, franchement, qui pourrait affirmer une chose pareille?